La France va-t-elle devoir faire revenir et protéger tous ses ressortissants et leurs familles partis faire le djihad en Syrie? La question se pose après l'arrêt rendu hier par la Cour européenne des droits de l'homme condamnant Paris. Il y a beaucoup de choses dans ce dossier-là où s'entrechoquent le droit, la morale, la perception de l'homme de la rue qui se dit mais comment c'est possible? Comment on peut défendre plus des djihadistes que la France? Mais il y a des raisons fondamentales, il y a des enjeux policiers, des enjeux sécuritaires aussi, parce que ce que l'on dit moins, c'est que les services de renseignement, l'air de rien, préfèrent avoir ces gens à portée de main qu'à des milliers de kilomètres à la merci peut-être d'une évasion, ce genre de choses. Sujet extrêmement sensible, extrêmement complexe que l'on va continuer de creuser avec nos deux éditorialistes européens du jour. Bonjour David Revaud-Dallon. Bonjour Dimitri. Chef du service politique au Journal du Dimanche, et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Bon, on a ouvert le bal avec David la semaine dernière. Charlotte, à vous l'honneur. Je rappelle que dans cette histoire, la CEDH était saisie par deux familles françaises qui demandaient depuis des mois et en vain aux autorités françaises de rapatrier leurs filles qui sont parties il y a quelques années de ça suivre leur mari qui était djihadiste, sachant qu'elle-même était djihadiste. On va regarder un petit peu qui sont ces femmes que l'on voit là-bas. Et elles ont eu des enfants sur place. Ces familles demandaient à la France de les faire revenir. La réponse des autorités, c'était très ferme. Non, on n'en veut plus. Ces gens-là ne doivent pas rentrer en France. C'est ça que condamne la CEDH. Alors, la CEDH, elle condamne très exactement l'opacité, on va dire, de la réponse de la France, c'est-à-dire la non-réponse individuelle, en l'occurrence à ses parents, qui disent avoir écrit et ne pas avoir obtenu de réponse. En revanche, et on a beaucoup entendu hier, la CEDH condamne la France qui va devoir rapatrier. Non, la CEDH précise que la France n'est pas du tout obligée de rapatrier ces personnes. Elle dit même que les ressortissantes, je cite, j'ai le document sous les yeux, ne bénéficient pas d'un droit général au rapatriement au titre du droit d'entrée sur le territoire. Parce que les parents plaidaient le droit d'entrée sur le territoire pour tout ressortissant français. On ne peut pas vous empêcher l'accès. Là, Ceci dit, la Cour précise, mais les circonstances de leur emprisonnement en Syrie forcent la France quand même à examiner la demande des familles. Voilà, donc comme il y a en gros un risque qui pèse sur l'intégrité physique des femmes et en plus pour les enfants, la France doit examiner l'intérêt supérieur de l'enfant dans ces dossiers-là précisément. La CEDH dit comme la situation est très particulière, zone de guerre, des camps de rétention où l'intégrité physique est en danger de ces personnes, alors il y a une obligation positive, dit-elle, pour les États de se pencher dessus et donc de motiver la décision du refus. Mais dans la motivation des décisions du refus, elle évoque les considérations impérieuses d'intérêt public. Je pense que sur ce terrain, c'est quand même possible de la motiver. La question des difficultés d'ordre juridique, diplomatique et matériel. Donc il y a quand même un champ possible pour la France de se justifier. Maintenant, on peut tous être choqués parce que quand même dans ce dossier-là, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est que le tribunal administratif, parce que les parents, évidemment, ont été dans l'ordre, on va dire, dans les ordres de juridiction, le tribunal administratif et le Conseil d'État ont refusé de traiter le dossier, disant que ça relevait exclusivement de l'exécutif parce qu'ils n'avaient pas les données à la fois diplomatiques, sur le terrain de guerre, etc. Les gens ne sont pas sur le sol français. Voilà. Donc vous avez des juridictions nationales qui disent c'est entre les mains de l'exécutif et c'est finalement une juridiction supranationale qui contraint le gouvernement français. C'est la seule chose qui peut nous agacer. David Revaud-Dallon, c'est une bombe politique cette histoire? Très clairement, c'est une bombe politique. Alors là, Charlotte Dornelas vient nous expliquer un peu les fondements juridiques de cette décision, mais ça pointe finalement ce qu'avait été la politique ou la non-politique du gouvernement jusqu'ici en la matière. Pourquoi? Parce que tout à l'heure vous détailliez l'ensemble de paramètres moraux, juridiques, policiers, mais aussi un paramètre politique. Et le premier, c'est que du point de vue de l'opinion, c'est quand même extrêmement compliqué à justifier de faire revenir des gens, enfin en l'occurrence des femmes, qui sont parties de leur plein gré, à minima, qui ont brûlé leur passeport et l'ont montré sur Internet aussi pour certains, pour rejoindre l'État islamique et se marier là-bas, et dans des cas plus graves, et ça existe, puisque hier on a appris qu'opportunément une partie de la quinzaine de femmes qui avaient été rapatriées en juillet lors du dernier volet, je dirais, ont été mises en examen et incarcérées, dont l'épouse de Samia Mimour, qui était un des djihadistes du Bataclan. Alors j'ajoute que dans ce retour de début juillet, effectivement vous avez raison, la veuve de Samia Mimour, qui n'était pas que Madame Amimour, elle faisait aussi la police dans les camps pour l'État islamique. Vous avez aussi dans le lot Émilie Koenig, absolument, recruteuse très active de l'État islamique, et puis la veuve d'Adrien Guial, alors lui n'est pas très connu, c'était quand même le propagandiste en chef pour la sphère francophone
de l'État islamique en Syrie. Et son nom est cité au procès de Nice à cet homme-là. Donc d'ailleurs, on s'est demandé pourquoi, dans le procès du 13 novembre, on n'avait pas aussi posé la question des épouses de djihadistes. Ça, c'est un point de détail. Donc, effectivement, que faisait le gouvernement français ? Jusqu'ici, la Cour européenne des droits de l'homme, je crois, le dit joliment, il traitait les dossiers au cas par cas. En réalité, il bricolait un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une zone de non-droit absolu, non-droit juridique, non-droit territorial et politique, puisque ces femmes et ces enfants sont détenus par une entité politique, le Kurdistan autonome syrien, qui n'est pas reconnu sur le plan international. Mais sur le plan politique, David, il y a 3 ans de ça, en 2019, quand on soi-disant traitait au cas par cas, que la France voulait pas que ces gens rentrent, ça posait aucun problème à personne. Tout le monde faisait ça en Europe. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans ? Pourquoi aujourd'hui il faut faire ça ? Ce qui a changé, c'est d'abord que sur le terrain, ces prisons sont situées sur le territoire syrien, donc en but à des attaques de ce qui reste de l'État islamique, qui veut libérer des prisonniers. Et on a vu que dans le passé, dans les derniers mois, ça s'était déjà produit. Des prisonniers se sont échappés. 2, il y a effectivement un risque policier. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, ces personnes sous contrôle, incarcérées ou sous contrôle judiciaire, sous contrôle des services de renseignement, dans le cas de celles qu'ils nécessitent, plutôt que dans la nature, dans un état non reconnu ou je ne sais où sur la planète. Ça semble être un bon sens policier. En revanche, évidemment, c'est quand même extrêmement compliqué d'expliquer à l'opinion qu'on fait revenir... on a parlé du cas des femmes, mais le cas des enfants est aussi extrêmement problématique. Parce que pour la plupart, ce sont des enfants qui n'ont connu que la guerre, que le terrorisme, et qui sont quand même massacrés sur le plan psychologique. Mais soyons précis, Charlotte Dornelas, la décision de la CEDH, est-ce qu'elle suppose des retours systématiques de djihadistes dès lors que les familles le demanderaient ? Non, elle demande à la France simplement de motiver pour que... Alors évidemment, on est sur un terrain absolument d'argutie judiciaire, c'est-à-dire il faut donner des motifs aux familles puis pour qu'elles puissent éventuellement les contester devant la justice, mais que ce soit extrêmement précis. Là, on ne sait pas ce qu'on appelle le cas par cas, et d'ailleurs on le comprend en découvrant les profils de celles qui sont rapatriées. On ne rapatrie pas parce que les personnes nous ont touchés, on rapatrie les plus dangereux parce que précisément on préfère les avoir en prison ici que potentiellement évader là-bas. Il y a quand même 2 choses pour répondre à votre question. Il y a 2 choses qui ont changé. 1, les Kurdes et l'Irak refusent de juger de nouveaux ressortissants. Donc ils sont administrativement français, ces personnes-là. Si les pays dans lesquels ils sont exige que nous les récupérions, c'est un peu notre histoire des laissez-passer consulaires. C'est-à-dire que c'est notre devoir vis-à-vis des pays et non pas vis-à-vis de ces personnes, déjà pour commencer. Et la deuxième chose, moi, ce qui me fascine quand même dans cette histoire, c'est que la différence entre l'opinion publique et les autorités, qu'elles soient politiques ou judiciaires, c'est que l'opinion publique ne reconnaît pas ces personnes comme françaises. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut... En effet, elles ont brûlé leur passeport. En effet, elles ont pris les armes pour les retourner contre la France. Et les Français se disent, ça va en fait, les bonnes poires. Mais de l'autre côté, on a des autorités politiques qui sont à la fois sur le terrain politique, puisqu'ils ont refusé la déchéance de nationalité, et sur le terrain judiciaire, puisqu'ils se sont liés les poings depuis des années, ils sont complètement bloqués. Alors, ces revenants, qu'en faire ou les incarcérer? Je posais la question tout à l'heure à Béatrice Brugère, ancienne juge antiterroriste. C'était tout à l'heure sur Europe 1. Écoutez. Ce qui aurait été intéressant par rapport à cette décision, c'est d'avoir un retour sur la prise en charge qui a été déjà faite de ceux qui sont déjà rentrés. Et la deuxième question, évidemment, c'est la situation de nos prisons. Pour les majeurs qui vont être sur des procédures, ça va être compliqué aujourd'hui de les gérer dans des prisons qui sont déjà dans un état difficile et eux sont parfois extrêmement radicalisés. La question de la prise en charge, David Revaud-Dallon, ces gens-là ont-ils vocation à aller dans des prisons de droit commun, compte tenu de leur passé, de leur possible radicalité, toujours, et de la dissimulation aussi. D'autant qu'on sait que les prisons sont un des lieux de diffusion de la radicalisation islamiste et djihadiste, et que c'est un des principaux points de focalisation aujourd'hui des services, puisqu'il y a même un service de renseignement pénitentiaire qui a été créé principalement à cette fin. Qui avait été dissous et qu'on a recréé péniblement. Sur le cas des mineurs, qui est quand même vraiment, sans mauvais jeu de mots, une bombe à retardement. Vous avez des enfants qui, a priori, à la différence des femmes, n'ont pas demandé à être là, n'ont pas demandé à naître sur ce terrain, dans cet environnement, mais qui n'ont connu que la guerre, qui ont été embrigadés de façon endoctrinée, de façon extrêmement radicale. On dit que tout se joue avant 3 ans. Voilà, tout se joue avant 3 ans. Donc vous imaginez ces gamins revenir à 6 ou 7 ans. D'abord, la politique pour l'instant qui a été menée toujours au cas par cas, mais qui me semble pour le coup de bonne aloi, c'est de les séparer de leur mère et de les placer dans des familles d'accueil. Mais vous imaginez, le travail de reconstruction psychologique, sociale, éducative qu'il y a à faire, et 2, le risque quand même, d'explosion un peu plus tard, sur le plan, pour le coup, purement politique.
policier et judiciaire. Donc c'est un casse-tête absolument irrésolu, quasiment irrésoluble. Je vous cite Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Elle dit ce matin chez nos confrères de France Inter, ces enfants français de djihadistes sont des victimes. Nous devons les accueillir au plus vite. C'est vrai qu'ils sont victimes, mais je tiens à préciser qu'ils sont d'abord victimes de leurs parents. Pas du gouvernement français, que les choses soient claires. C'est les parents qui ont décidé de partir et d'avoir des enfants. Maintenant, il est vrai que les enfants, moi je pense dans le fond, et c'est le fameux livre de Sonia Mabrouk qui avait écrit un livre là-dessus et qui disait la civilisation s'effondrerait si elle ne pouvait plus imaginer sauver un enfant. Je suis absolument d'accord avec ça. Simplement, la question en effet à la fois de ce qu'ils ont déjà dans la tête et de ce qui peut évoluer dans leur tête. Et deuxièmement, puisqu'on les sépare de leurs parents et que c'est en France, dans une famille d'accueil, naîtra aussi dans leur tête que la France est en plus de tout ça, le pays qui les a séparés de leurs parents. Donc moi je veux bien qu'on les accueille, mais on peut pas faire ça en disant ils sont victimes, c'est gentil, c'est des enfants. On a un peu ce raisonnement déjà avec les femmes. Ouais. Il faut voir les témoignages dans l'État islamique. Les femmes n'ont pas démérité dans l'horreur par rapport aux hommes. Dans son cœur sommeille la vengeance, c'est le titre du livre de Sonia Mabrouk sur les lionceaux du califat. Merci pour elle de l'avoir cité. Merci Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Merci David Renaud-Dallon du journal du dimanche, 8h57.